Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, nous recevons Éléonore Carrois, députée de la 2e circonscription des Français de l'étranger, l'Amérique latine et les Caraïbes, rattachée au groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Bonjour Éléonore Carrois. Bonjour, merci à vous pour l'intérêt. Et justement, notre intérêt, il se porte sur cette proposition de loi, cette PPL que vous avez déposée avec un autre député, Karim Benchek, pour renforcer les droits et les services publics des Français établis hors de France. Avant d'aborder le contenu du texte, vous êtes du bloc central de la majorité présidentielle. Votre collègue est les écologistes. Est-ce que la cause des Français de l'étranger est transpartisane? Est-ce que les clivages politiques sont dépassés sur ce sujet avec cette PPL? Oui, absolument. Et ils doivent l'être parce que je pense que le plus important, c'est vraiment de défendre les Français de l'étranger dans leur ensemble. Déjà, de faire parce qu'il y a encore trop de clichés qui circulent sur les Français de l'étranger. Ils sont trop souvent perçus par l'extrême droite et à l'extrême gauche comme des exilés fiscaux, des personnes qui auraient fui leur pays, alors que c'est tout le contraire. Ce sont des personnes qui sont très attachées à leur pays et qui veulent justement garder ce lien avec la France. Et cette PPL, c'est le fruit d'un travail de longue date. Karim Bencher et moi avions eu notre élection annulée suite à un problème du vote électronique et nous avions déjà, lors de ce mandat, ce premier mandat, commencé à travailler sur les droits, mais aussi les devoirs des Français qui résident hors de France. Et donc, c'est l'aboutissement de ce long travail que cette PPL. Et moi, je suis ravie parce que le bloc central, avec le ministre des Français de l'étranger, travaille aussi sur un texte. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le texte le plus complet possible qui prenne en compte toutes les réalités. Parce qu'évidemment, c'est pas la même chose d'être Français de l'étranger si vous habitez en Europe que si vous êtes, comme les Français que je représente, à 10 000 ou plus kilomètres de la France. On va parler de la démarche du gouvernement, mais avant, votre proposition de loi sur le fond, elle vise notamment à faire reconnaître juridiquement l'appartenance pleine des Français de l'étranger à la communauté nationale. Quel changement souhaitez-vous apporter pour que nos ressortissants qui vivent en dehors de l'Hexagone soient enfin reconnus comme des Français de France? En fait, il y a, à tort ou à raison, un sentiment de la part des Français qui vivent hors de France de ne pas faire pleinement partie de la communauté nationale, du débat public. Certains ne savent pas qu'ils ont une représentation propre, comme sont les députés des Français de l'étranger. Et pour cause, cette figure, ces députés n'existent que depuis 2012. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire pour entériner ces droits. Et cela va du social. Vous savez, il y a des aides sociales pour les Français de l'étranger, mais elles ne sont pas automatiques, pas obligatoires. En fait, elles dépendent du vote de chaque projet de loi de finances. Donc l'idée, c'est de les sanctuariser. Il y a des lycées français dans certains pays, dans certaines villes, pas partout, et il est impossible d'en créer partout, mais pour certains, il est très difficile d'avoir ses enfants au lycée français, soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'il n'y a pas de place, etc. Donc l'idée, c'est aussi de créer cette idée d'un droit d'accès à l'éducation française à l'étranger lorsque celle-ci est disponible. Ça se décline comme ça sur tous les aspects de la vie en fait des Français de l'étranger. Et l'idée est celle du rattachement. Il y a aussi cette idée de la résidence d'attache, il y a aussi cette idée de l'entrepreneuriat français à l'étranger. C'est vraiment très large, mais le fil conducteur, le fil directeur, c'est ce fait d'être lié à la France, à sa langue, à sa culture et de pouvoir rester en lien avec son pays. Alors vous en avez parlé, le ministre délégué actuel en charge des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, a annoncé que le gouvernement, au second semestre 2025, travaillait et allait proposer une proposition de loi en faveur des Français établis hors de France. Est-ce que votre PPL avec Karim Bencher, elle arrive pas un petit peu trop tôt pour le dire de façon galvaudée? Est-ce que c'est pas une manière de faire pression aussi pour que le projet aboutisse finalement, le vôtre ou celui du gouvernement? Ou bien est-ce que vous savez si certaines de vos propositions seront reprises dans le travail du gouvernement? Est-ce que vous en avez parlé avec le ministre? Oui, absolument. Moi, j'en ai parlé avec tous les ministres des Français de l'étranger qui se sont succédés à ce poste et il y en a eu quand même un certain nombre dans ces dernières années. Et il se trouve qu'avec le ministre actuel, Laurent Saint-Martin, dès sa nomination au gouvernement, nous sommes allés le voir et nous lui avons parlé de ce projet. L'idée, c'est de le faire en bonne intelligence et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Nous travaillons avec lui et avec ses équipes et avec tous les autres députés des Français de l'étranger et les sénateurs aussi sont impliqués pour que le projet le plus
le mieux abouti puisse voir le jour. Pour moi, l'idée, ce n'est pas de défendre mon texte plutôt qu'un autre, mais c'est de faire en sorte que les droits des Français de l'étranger soient reconnus et soient en quelque sorte sanctuarisés. Pas une mise sous pression, mais une façon d'attirer la lumière là où il y a besoin. Mais vous savez, les Français de l'étranger, on est que 11 députés, 12 sénateurs. C'est quand même très minoritaire. Nos sujets sont méconnus par nos concitoyens en France. Donc, je pense que plus on sera nombreux à défendre ces sujets et à les porter, et mieux ce sera pour les Français de l'étranger. On vient de parler de vos relations avec le ministre. Le gouvernement vous a chargé d'une mission liée à la ratification du traité des Nations Unies sur la haute mer. On l'appelle également le BBNJ. C'est dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, qui va se tenir à Nice dans quelques jours, du 9 au 12 juin. Pourriez-vous nous rappeler l'objectif du traité pour ceux qui découvriraient ce dossier? Est-ce que vous disposez d'une estimation du nombre de pays qui pourraient le ratifier et ceux qui bloquent encore la ratification? Où en êtes-vous de ces travaux-là? Oui, absolument. Alors moi, je suis très engagée dans les questions écologiques depuis mon élection et même avant, parce que je pense que ce sont des sujets qui nous concernent tous et qui concernent les Français où qu'ils soient dans le monde. Donc c'est vraiment un sujet que je porte, et l'océan en particulier. Vous savez, moi je suis une Française de l'étranger. J'ai grandi en République dominicaine, face à la mer, et les problématiques de l'océan, parce que finalement toutes les mers et les océans sont liés, sont des thématiques qui nous concernent tous, parce que le principal régulateur du climat, on le sait, c'est l'océan. Donc j'ai été engagée sur ce sujet, et suite à ces travaux que j'ai pu mener, le gouvernement m'a chargée d'une mission, la mission de diplomatie parlementaire pour la ratification du BBNJ, le traité sur la haute mer, c'est-à-dire un traité qui va réguler cet océan qui va au-delà des juridictions nationales. Ça a été 20 ans de négociations aux Nations Unies, un traité qui a été signé par plus d'une centaine de pays entre 2023 et aujourd'hui. Et pour qu'il entre en vigueur, il faut que 60 pays le ratifient. Et là, on est en train d'aller chercher les ratifications une à une dans chacun des pays où je me rends dans le cadre de ma mission parlementaire, et puis également avec des contacts que l'on a pu nouer avec différents parlementaires, parce que les parlementaires sont essentiels, ce sont eux qui ratifient ce traité et qui vont lui permettre d'entrer en vigueur et donc d'avoir une véritable régulation de la haute mer. Je me permets de vous relancer, pardon de vous poser la question de cette façon. Il y aura le compte à l'arrivée, votre estimation, vous en êtes où? Alors là, on en est à 28, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques mois, on était à peine à 5, donc ça a été un travail colossal pour arriver à quasiment la moitié. On pense qu'il y en aura 36 à Nice, parce qu'il y a vraiment des dernières ratifications qui ont lieu dans ces derniers jours. L'idée, c'est que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir les 60 pour que le traité entre en vigueur, et des engagements fermes qui soient pris à la conférence des Nations Unies. Donc l'idée, c'est pas nécessairement d'avoir les 60 dans les 3 jours, parce qu'il faut être réaliste, mais c'est vraiment des engagements clairs avec des calendriers, des objectifs pour que le traité puisse enfin entrer en vigueur. Qu'est-ce qui est bloquant avec les pays qui ne souhaitent pas encore le ratifier, ou peut-être qui négocient des choses? Non, alors il n'y a pas de blocage sur le fond. Ce qu'il y a, ce sont les calendriers parlementaires, et nous on en sait quelque chose avec la dissolution, avec les changements de gouvernement, etc. Tout peut prendre un peu de temps. Vous avez ce type d'instabilité dans beaucoup de pays du monde. Et puis ensuite, ce traité n'est pas toujours considéré comme étant absolument prioritaire, alors qu'il doit l'être. Donc moi, mon travail de diplomatie parlementaire, c'est vraiment d'alerter sur l'importance de la ratification, mais en général, il n'y a pas de blocage sur le fond. Après, sur la conférence de Nice, dans laquelle je suis très impliquée, j'organise une coalition parlementaire pour la défense, la protection de l'océan, qui regroupe tout un nombre important de sujets. Il y a évidemment le BBNJ, mais il y a aussi la lutte contre la pollution plastique, il y a la question de la pêche durable. Il y a énormément de sujets sur lesquels les parlementaires peuvent s'engager, travailler ensemble, parce que, encore une fois, ce sont des sujets qui nécessitent qu'on travaille de concert et qu'on ait des législations harmonisées. Quel est votre sentiment sur cette mission confiée par le gouvernement? Il y a une pression particulière, vous l'avez dit, c'est de la diplomatie parlementaire. Chaque député n'a pas comme mission de devoir faire de la diplomatie parlementaire, ou en tout cas peut-être pas à cette échelle mondiale. Est-ce que vous ressentez une pression, et quel soutien du gouvernement vous avez pour réussir cette mission? Alors, aucune pression, mais un grand privilège, parce que c'est un enjeu de taille, et c'est un enjeu qui me tient particulièrement à cœur. Et vous savez, la diplomatie parlementaire, c'est vraiment au cœur de mon mandat. Comme je vous le disais, moi, je suis
suis franco-dominicaine, je suis aussi suisse par mariage, j'ai vécu dans beaucoup de pays dans le monde, je parle 5 langues, j'ai cette fibre diplomatique en moi et je crois que dans ce rôle-là, les parlementaires peuvent être très utiles, de concert évidemment avec nos postes diplomatiques à l'étranger et les députés des Français de l'étranger, de par la composition de leur circonscription, leur rôle, les voyages qu'ils doivent entreprendre dans les différents pays qu'ils représentent, sont très bien placés pour justement exercer ces fonctions de diplomatie parlementaire. Merci Éléonore Carrois. On va suivre avec intérêt l'évolution des travaux sur la loi relative aux Français de l'étranger et la ratification du traité sur la haute mer. Merci d'avoir participé à ce rendez-vous en toute confidence qui revient très bientôt sur lesfrançais.press.